Bonjour à toutes et à tous. Après cette petite vidéo introductive pour vous rappeler l'endroit où certains ont fait leurs études, parfois en visio, parfois sur site. Voilà, on remercie et ça nous donne un peu l'impression d'être dans l'ISPED, même si là on est dans un lieu très agréable qui est dans l'université et un peu plus loin que l'ISPED. Je vais d'abord vous dire quelques mots introductifs. Madame la ministre, Madame la directrice générale et messieurs les directeurs, chers collègues, chers amis, chers étudiants et étudiantes, chers ispédiens et ispédiennes. D'abord, bienvenue à vous en présentiel, enfin, et aussi à distance. Certains nous regardent via Zoom. Alors maintenant, je vais le dire aussi bienvenue une nouvelle fois. On va dire que c'est en québécois, même si on pourrait dire peut-être autrement, welcome. Et j'ai innové cette année avec bienvenido a todos. On m'avait mis au challenge l'année dernière de le faire. Ça s'arrêtera là. Je vous le dis tout de suite, après on part en français. Donc, cette année, nous sommes donc en présentiel et j'en suis ravie. Et je sais que mes collègues de l'ISPED et toutes les équipes en sont ravis de pouvoir vous voir et d'échanger après autour d'un buffet. Cette année, nous accueillons Madame le professeur Hendry Yoman et je la remercie en votre nom, au nom de l'ISPED, d'avoir accepté d'être la marraine de votre promotion. Elle vous dira tout à l'heure quelques mots sur son expertise, sur ses valeurs et aussi sur ce que ça veut dire pour elle d'être votre marraine. Xavier Anglaré va la présenter et je lui laisserai cette mission. Cette année, ce mois de mai 2022 marque aussi les débuts des festivités des 25 ans de l'ISPED. 25 ans de l'ISPED, c'est pour certains votre âge, d'autres sont un peu plus âgés, donc c'est très jeune. Voilà, c'est très jeune. Mais c'est déjà un passé, un présent et c'est surtout un futur. Je vous engage donc, vous qui êtes les alumni de l'ISPED, à suivre nos actualités sur l'année, à nous rejoindre dans les colloques, séminaires qu'on va faire à l'intérieur de l'ISPED, à l'intérieur de l'université, mais aussi à l'extérieur. Et ça commence lundi après-midi avec un colloque organisé par Louis-Rachid Salmi, un ancien directeur de l'ISPED, colloque sur la responsabilité en santé publique, et avec une ancienne directrice de l'ISPED, le professeur Geneviève Chêne, notamment, mais il y a aussi d'autres intervenants très intéressants. Je reviens quelques instants sur les 25 ans de l'ISPED et ce modèle, l'ISPED, une école de santé publique déployée et inventée par le professeur Roger Salamon, qui est à côté de la marraine de votre promotion. L'ISPED est aujourd'hui une composante d'un collège de santé dans l'université avec les autres composants de santé. Mais l'ISPED est en sus ancré dans la recherche, notamment avec le centre INSERM, Bordeaux Population Health, et dans le monde professionnel aussi, avec les hôpitaux, l'agence régionale de santé, tous les partenaires du monde socio-économique. Et l'ISPED a bien grandi, une croissance, un beau parcours, mais nous devons encore et toujours le renforcer avec vous et le développer, car de nombreux défis en santé publique existent toujours dans nos pays. Quand je dis nos pays, je parle du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest, car c'est le même monde. Depuis 2 ans, comme ces derniers mois, nous avons vu que les besoins de formation sont importants, parfois urgents, et doivent tenir compte des contextes des pays et des besoins. Un petit retour en arrière, j'ai dit que l'ISPED, avec 25 ans, la première école de santé publique a à peu près 100 ans et elle est aux USA un tout petit peu plus que 100 ans. Donc nous, on est jeunes et donc on peut faire encore plein de choses. Quelques points maintenant sur l'année de votre master. Dans votre cursus à l'ISPED, la période était encore complexe avec une crise sanitaire. Je sais que les responsables pédagogiques de chaque parcours vous ont accompagné de la meilleure façon qui soit et leur mission n'était pas facile devant les différentes incertitudes des semaines qui passaient. On pourrait dire avec des in et puis des out et puis des nouveaux des in et encore des out. C'était à peu près ça l'année. Vos enseignants ont été soutenus par des assistants pédagogiques, des médiatisatrices, le personnel des plateformes partagées
avec le centre de recherche, l'informatique, la documentation, la communication, mais aussi des personnels administratifs de l'ISPED et de l'université. De notre côté, à l'ISPED, nous avons continué à travailler sur les enseignements en formation initiale ou tout au long de la vie, avec notamment la nouvelle accréditation du Master Santé publique, obtenue en fin d'année avec, si je puis dire, les félicitations du jury. Je vais en profiter parce que ces félicitations du jury, elles s'adressent à tout le monde, à l'ensemble des équipes de l'ISPED. Le rapport d'évaluation pour nos diplômes nationaux, les masters, les parcours, souligne, ouvrez les guillemets, dans le paysage national, le Master Santé publique de Bordeaux apparaît comme un des plus dynamiques et des plus complets et cohérents. C'est une excellente formation avec une attractivité nationale et internationale remarquable. Quand on a des félicitations comme ça, le plus dur, c'est de les garder. Donc, bravo à toutes les équipes. Et voilà, comment faire mieux, différemment, pour répondre aux besoins. Vous, les diplômés, promotion 2020-2021, vous êtes aujourd'hui peut-être en thèse dans une des équipes du centre INSERM à Bordeaux, mais ailleurs peut-être aussi. Retournez à votre métier, fort de ce diplôme et surtout des compétences, réussi peut-être à changer de métier ou recruter dans une agence régionale, nationale, internationale, etc. Ces parcours que vous avez faits et vous, les diplômés de la promotion Thérèse Hendry-Yoman, vous êtes aussi le reflet de la diversité nécessaire de la santé publique et de la formation à développer dans toutes ses modalités initiales, formation continue, comme aussi l'apprentissage. Vous êtes tous dans des situations différentes, mais la santé publique de demain, c'est vous. Continuez à apprendre, à partager, à innover. Nous comptons sur votre force de conviction, votre esprit critique, votre rigueur scientifique, votre humanisme, votre ouverture à l'ensemble des disciplines qui sont nécessaires pour faire une santé publique de qualité et aussi utile à l'action et à la décision publique. Vous pouvez compter sur l'ISPED pour développer les transformations nécessaires dans le cadre de ces missions, pour soutenir aussi les initiatives d'écoles de santé publique en France et partout dans le monde. Dans cette cérémonie, 10 parcours de l'ISPED sont réunis. Je vais les citer. Promotion de la santé, éducation thérapeutique, épidémiologie, statistique, santé travail environnement, informatique, management des organisations sanitaires, manager cadre de santé, santé publique à distance, santé internationale, devenue santé globale dans les Suds. Pour certains, il existe des partenariats avec le CHU de Bordeaux ou bien avec d'autres universités pour certains parcours. Cette formation santé publique, elle est portée au sein de l'ISPED par le professeur Alioum Amadou et je le remercie sincèrement de son travail pour la mention. Alioum clôturera la cérémonie si jamais quelqu'un ne connaissait pas encore Alioum. Je remercie aussi le professeur Pierre Joly, directeur des études, d'avoir accompagné les responsables pédagogiques et les équipes, comme la direction, dans les adaptations et évolutions qui sont toujours en cours. Je terminerai en remerciant toutes celles et ceux qui ont permis cette cérémonie. Les remerciements vont aussi au comité de direction et aux personnes missionnées dans des actions particulières. Les remerciements vont aussi à l'université, aux personnes qui sont là, mais de l'université qui nous aident pour cette cérémonie. Alors, une information, la maîtresse de cérémonie sera Carole Dufouil, directrice adjointe des relations internationales, directeur de recherche INSERM, et elle passera la parole entre chaque parcours. Nous attendons tous avec angoisse pour certains, amusement pour d'autres, comment elle va le faire. Avant de passer la parole à Xavier Anglaré et qui dira quelques mots avant l'exposé du professeur Hendry-Yoman, je demande donc à Pierre Joly de me rejoindre, directeur des études, pour lancer officiellement l'ouverture de la cérémonie. Merci beaucoup. Je suis ravi de vous voir tous aujourd'hui et c'est avec un grand plaisir que je déclare ouvert la cérémonie de remise des diplômes pour la promotion 2020-2021 du Master de santé publique
de l'ISPED. Et je vais tout de suite passer la parole à Xavier, qui va introduire votre marraine. Donc nous avons tous aujourd'hui ici le grand honneur d'accueillir le professeur Ndrioman Thérèse. J'ai moi-même la chance de pouvoir l'introduire. Il y a des gens dans cette salle beaucoup plus capés que moi qui auraient pu le faire beaucoup mieux. Disons que la raison pour laquelle je le fais probablement, c'est que je suis le premier ici à l'avoir rencontré il y a maintenant 28 ans. Et donc, j'ai suivi depuis son parcours. Donc, le professeur Ndrioman a accepté de marrainer cette promotion et je vais vous expliquer pourquoi en quelques mots. Non seulement c'est quelque chose qui nous fait honneur, mais c'est un honneur qui nous est fait par une personnalité particulièrement adaptée au marrainage. Je ne sais pas si on dit marrainage d'une promotion comme celle-là. D'abord, première raison, professeur Ndrioman est un grand médecin, une grande médecin, je ne sais pas comment vous préférez qu'on dise. Tout le monde ici sait bien que dans la santé publique, il n'y a pas que la santé publique ne s'intéresse pas que au domaine des soins aux personnes malades, mais ça en fait partie. Et dans ce domaine-là, l'activité clinique et la relation médecin-malade est particulièrement importante. Le professeur Ndrioman a mené cette carrière de clinicienne au plus haut niveau puisqu'elle est agrégée de hépato-gastro-entérologie depuis 1992, donc ça fait 30 ans. Et que quelques années après, peu d'années après sa nomination à l'agrégation, elle a pris la direction du service d'hépato-gastro-entérologie du CHU de Yopougon à Abidjan, direction qu'elle a assumée jusqu'à une date toute récente, donc quasiment 30 ans aussi. Je me rappelle avec pas mal d'émotions les séances qu'on avait il y a 25 ans ensemble, le vendredi à 14h ou quelque chose comme ça, pour discuter des dossiers cliniques des personnes atteintes de VIH à une époque où on n'avait pas de traitement antirétroviraux. Donc c'est une première composante de la personne qui s'est traduite en plus avec tout ce qui est afférent à ce genre de charge de directrice, de chefferie de service. Donc, le professeur Ndrioman a été présidente de la Société ivoirienne de gastro-entérologie et d'endoscopie digestive. Elle a été présidente de l'association francophone de formation continue en hépato-gastro-entérologie, etc., etc. Je ne vous dirai pas tout. La deuxième raison pour laquelle on est vraiment heureux qu'elle marraine cette cérémonie, c'est que c'est une grande enseignante. Carrière d'enseignante qu'elle a également menée au plus haut niveau, puisqu'elle a été doyenne de l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. Je ne sais pas je ne suis pas sûr de mon information, mais elle me le confirmera d'un signe de tête. La plus jeune doyenne des UFR de médecine de Côte d'Ivoire. Moi, je me rappelle là aussi encore le jour où, après l'avoir quitté la veille à discuter ce qu'on faisait ensemble, avoir appris le lendemain qu'elle était nommée doyenne, alors que je n'étais pas du tout au courant de cet aspect-là de sa carrière à cette époque-là. Et du fait que les explications qu'on m'en avait données à l'époque, c'était que cette nomination, cette élection avait été beaucoup due aux voix des étudiants. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il y avait une forte composante de renouvellement de génération qui était extrêmement plaisante. Dans cette activité-là, je ne vais pas non plus rentrer dans les détails. En plus, ce n'est pas un domaine que je connais bien, mais elle a marqué beaucoup par son passage à l'UFR des sciences médicales sur les relations avec l'Université de Bordeaux, par exemple par des promotions d'excellence d'étudiants en médecine qui venaient faire leur externat à Bordeaux et qui poursuivaient ensuite la filière. Donc plusieurs ont ensuite suivi une carrière scientifique avec des diplômes de 3e cycle et sont devenus des cadres très importants dans notre partenariat au niveau de la recherche.
La troisième raison, c'est que le professeur Ndriaumont est une femme de santé publique. Alors, de santé publique, il suffit je pense, de dire deux choses avec un petit commentaire pour vous l'expliquer. Avec toute cette carrière que je viens de décrire, elle a été, après son passage à l'UFR de médecine, directrice générale de la santé en Côte d'Ivoire et puis ministre de la Santé. À l'époque, ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, qui représentait une fusion de deux choses qui étaient sur des ministères séparés avant. Passage au ministère dans lequel elle s'est fait, entre autres, remarquer par un gros dossier, celui de l'accès à des soins gratuits pour certaines populations. Là encore, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ça a été très remarqué. La quatrième raison, c'est que c'est une femme politique, mais alors politique au sens noble du terme. Il n'y a que des sens nobles au mot politique, forcément, mais elle a été, après tout ce parcours, alors c'est une militante. Son passage au ministère était un passage technique, dû à ses compétences techniques, mais il y avait aussi là-dedans une composante politique de militantisme ancien qui ne s'est pas démenti depuis, qui peut se résumer par un mot, je pense, celui de fidélité, et celui aussi de paix et de réconciliation. Elle a été ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire en République du Congo, poste qu'elle a créé ou recréé, peut-être elle le dira. Alors c'est un domaine que je ne connais pas non plus, mais je peux deviner que dans ce genre de fonction-là, elle a apporté un souci de la santé publique. Elle nous en parlera peut-être tout à l'heure. Et dans son militantisme politique, on peut citer certaines activités comme le secrétariat général de l'Organisation des femmes des Burnies pour la paix. Je vous le disais, paix et réconciliation, c'est quelque chose qui traduit bien sa carrière politique, qui n'est peut-être pas terminée. La cinquième raison, c'est que c'est une chercheuse. Alors là, c'est un sujet pour le coup qu'on connaît bien ici. Le professeur Ndriaumont a été, avec le professeur Roger Salamon, coordinatrice de ce qu'on appelait le site ANRS de Côte d'Ivoire, qui était une équipe de recherche binationale créée dans l'urgence de la lutte contre le sida au début des années 90 et puis qui a persisté depuis. On n'aurait pas parié il y a 28 ans, quand on s'est rencontrés pour la première fois, que 30 ans plus tard, on serait toujours là. Et non seulement nous, mais l'équipe qu'elle a créée et qu'on a créée ensemble, qui est devenue une grosse équipe avec une reconnaissance internationale, une stabilité et une adaptativité aux circonstances, puisque c'est une équipe maintenant qui, en Côte d'Ivoire, comporte une centaine de personnes. C'est une très grosse équipe. Et qui travaille toujours sur le VIH-Sida, chose pour laquelle elle a été créée à l'époque, mais qui a élargi ses activités au gré des circonstances et du savoir-faire sur d'autres maladies infectieuses dont on fait partie, Ebola il y a quelques années, Covid récemment, la tuberculose et j'en passe. Et puis la sixième et dernière raison, c'est que tout ce que je viens de vous dire n'aurait pas beaucoup de sens s'il n'y avait pas la qualité que je vais vous dire maintenant, qui peut se traduire par le mot d'humanisme. Alors, je voudrais faire un petit clin d'œil parce que c'est aussi notre histoire commune. C'est important pour l'Université de Bordeaux, ce partenariat qu'elle a créé avec nous. Et c'est aussi important parce que ça a été porteur de valeurs que Thérèse Ndriaumont et Roger Salamon ont porté en commun pendant des années, de bonnes pratiques de partenariat international. C'est quelque chose qu'on n'a pas le temps de développer ici, mais sur lequel qu'on peut développer dans les couloirs après, pendant le cocktail, si vous voulez, mais qui nous tient particulièrement à cœur et qui est porteur de grands espoirs.
pour l'avenir, de la stabilité de ce type de partenariat et l'avenir de ce type de partenariat qui a eu beaucoup de succès, mais qui a traversé aussi beaucoup de turbulences, ce qui fait que ça n'aurait pas été possible qu'il soit encore présent aujourd'hui si ça n'avait pas été sur des bonnes bases de bonnes pratiques. Voilà, je terminerai. Alors, professeur Ndriaumont est officier de la Légion d'honneur de la République française, qui est pas rien. Elle est officier dans l'ordre d'éducation nationale de la République de Côte d'Ivoire, ce qui n'est certainement pas rien non plus, mais elle est aussi officier dans l'ordre du mérite national de la République de Côte d'Ivoire, une distinction qu'elle partage avec le professeur Roger Salamon aussi, ce qui est une autre chose qui les unit. Voilà, et pour terminer sur le mot partenariat, je préciserai aussi qu'elle est porteuse d'une histoire par les gens qui l'ont succédé. Donc, on peut citer en Côte d'Ivoire le professeur Malan Kassi, dont on parlait hier soir, et le professeur Auguste Cadio, et puis une porteuse aussi du passage de flambeau aux générations suivantes et à ces cadets dont font partie le professeur Alain Atia ou le professeur Serge Ollier, et tout ça, c'est aussi enfin, il y a une histoire qui continue et qui continuera grâce à ce qui a été créé dans ces années-là. Voilà. La salle est impressionnante. Merci Xavier pour tous ces mots gentils, peut-être pas très réalistes à mon endroit, mais j'apprécie ce qui a été dit. Merci beaucoup. Donc, je suis très heureuse de parrainer cette cérémonie de remise des diplômes et d'être la marraine de 250 maîtrisards, dont certains sont en présentiel et puis d'autres qui nous suivent par Zoom. Ça, je vous dis merci. Alors, je vais vous parler de la contribution à la promotion de la santé en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine à cette cérémonie. Mais tout d'abord, je voudrais quelques mots de remerciement à l'endroit de Madame la directrice de l'ISPED, professeur Simone Matulin-Pellissier. Remercier le professeur Roger Salamon, mon grand ami de près de 30 ans, à qui nous avons une longue histoire de coopération, d'amitié. Je peux dire même ça dépasse l'amitié, nous sommes pratiquement des frères et sœurs maintenant. Merci, professeur Roger Salamon, d'être venu à cette cérémonie. Docteur Xavier Anglaré vient de le dire, c'est celui-là même qui nous a engagés dans la recherche sur le VIH-Sida avec son premier dossier sur la chimioprophylaxie des affections opportunistes au cotrimoxazole, par le cotrimoxazole en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, parce qu'il avait compris que les maladies opportunistes étaient différentes de celles observées en France et que les médicaments que nous prescrivions à nos patients n'avaient pas d'effet. Donc, il a eu un projet qu'il nous a présenté. Nous avons travaillé sur le projet, ça a été soumis à l'ANRS, ça a été validé. Nous avons donc démarré cette recherche en 1995 et les résultats ont été patents à tel point que nous avons dû interrompre l'étude 1 an avant la fin. Et aujourd'hui, le cotrimoxazole, ou son nom commun, c'est le Bactrim, est prescrit en prophylaxie chez les patients qui ont le VIH au stade précoce, notamment au stade 2, avant la mise sous antirétroviraux. Et les résultats ont été spectaculaires. De telle sorte que le cotrimoxazole a été recommandé d'abord en Côte d'Ivoire de façon consensuelle, ensuite en Afrique, en Ouganda, et puis par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'est un travail princeps qui a marqué la recherche sur le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. Bravo Xavier d'être venu au CHU de Yopougon nous présenter ce dossier qui a ouvert la coopération Abidjan-Bordeaux. Merci. Je remercie également Audrey, elle est où? Pour tout son dynamisme, voilà, pour ma venue en Côte d'Ivoire, à Bordeaux. Merci pour tout ce qui a été fait.
et puis la promotion de maîtrise en santé publique 2020-2021, qui portera mon nom. Je l'ai découvert avec Madame Simone Matouli. Merci à vous qui êtes là. Et puis, je dirais qu'effectivement, j'étais un peu surpris de ce choix, mais Xavier a expliqué pourquoi vous m'avez choisi. Donc, merci encore. Alors, je commence par quelques définitions que vous connaissez. Je ne vais pas rester longtemps. Donc, la santé publique, qu'est-ce qu'on entend par santé publique? C'est l'étude d'une part des déterminants physiques, psychosociaux et socioculturels de la santé de la population, et d'autre part, des actions menées en vue de l'amélioration de la santé publique. Je pense que c'est ce terme-là qui est important, hein, en vue de l'amélioration de la santé de la population. Ça peut être aussi une activité organisée de la société visant à promouvoir, à protéger, à améliorer et, le cas échéant, à rétablir la santé de personnes, de groupes ou de populations. La santé publique se distingue de la médecine essentiellement sur deux plans. D'abord, l'accent est mis davantage sur la prévention que sur le traitement curatif. Xavier l'a dit, j'étais clinicien, donc ce qui primait, c'était d'abord soigner les maladies. Ensuite, la santé publique développe une approche de population, une approche sur l'individu aux problèmes de santé. Et je pourrais dire que cette façon de définir la santé publique nécessite la jonction de compétences qui relèvent des sciences humaines, sociales et notamment de la sociologie, du droit et de l'économie. Tout ce que Mme Simone Pélissier a indiqué comme les 10 axes de master, je pense que c'est bien pour ajouter quelque chose à la formation initiale. Et en fin de compte, pour que cela se traduise sur le terrain ou sur les populations, il faut élaborer une politique publique spécifique, la politique de santé publique, d'où la nécessité de la formation. À côté de la santé publique en tant que telle, on développe actuellement un concept de promotion en santé. Donc, pour faire court, la promotion en santé est le processus qui confère aux populations les moyens d'assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé et d'améliorer celle-ci. Dans le cas de la promotion de la santé, on fait appel aux populations. La décision ne vient pas uniquement des sachants, mais il faut proposer toutes ces politiques aux populations qui adhèrent pour qu'il y ait un meilleur résultat, parce qu'on s'est rendu compte que toutes les politiques sanitaires qui sont pratiquement imposées aux populations n'ont pas grand succès. Parce que non seulement des fois, ils ne comprennent pas grand-chose à ce qu'on leur demande et puis ils n'adhèrent pas. Donc, la promotion de la santé, c'est d'assurer une meilleure santé avec la contribution des populations elles-mêmes. Quels sont les acteurs de la promotion de santé? Nous avons les acteurs principaux, bien sûr les professionnels de santé, les administrateurs de santé, les acteurs publics, les mutualistes et le secteur privé qui finance les prestations de soins et évidemment le patient. Mais il faut ajouter en Côte d'Ivoire et en Afrique ce qu'on appelle les agents de santé communautaires. Ils jouent un très grand rôle. Ce sont des membres de la communauté qui ont reçu une certaine formation pour promouvoir la santé ou pour pratiquer certains soins de santé, un peu comme des infirmiers. Mais ce ne sont pas des professionnels de santé, ils vivent au sein des communautés et ils sont considérés un peu comme la première porte avant d'atteindre l'agent de santé qualifié. En Abidjan, enfin en Côte d'Ivoire, on peut dénombrer au moins 800 agents communautaires répartis sur tout l'ensemble du territoire. Le point qui paraît essentiel pour lequel je suis là, c'est comment et pourquoi me suis-je impliqué dans la promotion de la santé publique en Côte d'Ivoire et dans la sous-région ouest africaine. Parce que quand on parle de mon cursus normal, je ne devais pas parler de santé publique, je devais parler de clinique, peut-être de recherche. Mais je voudrais faire un petit rappel biographique en disant que j'ai commencé la médecine à la faculté de médecine d'Abidjan en 1973, en octobre, après mon baccalauréat série A4. Je n'avais pas eu un baccalauréat scientifique,
mais un baccalauréat littéraire. Donc, j'ai été orienté à la faculté de médecine. Et c'était pour devenir un médecin clinicien. Et pendant cette formation, en première année, nous avions des cours d'initiation à la santé publique. Et ces cours étaient dispensés en dehors de la faculté de médecine à l'Institut national de santé publique à Adjamé. Adjamé, c'est un quartier périphérique d'Abidjan, un quartier populaire. Et c'est dans ce quartier qu'a été implanté l'Institut national de santé publique. Puisqu'effectivement, si on veut parler de santé publique, ce n'est pas à Cocody, un quartier select où il n'y a presque pas de problème de santé, qu'on va implanter l'Institut. Donc, c'est là-bas que nous faisions les cours. Et nous avions des stages complémentaires dans les services des grandes endémies, en vénérologie, en centre antituberculeux, etc. Donc, ce que je voulais noter, c'est que déjà à cette période, nous, les étudiants, nous avions senti une certaine démarcation entre la médecine classique qui est enseignée à la faculté de médecine, avec les matières comme la biologie, l'anatomie, la physiologie, et puis la santé publique, qui pour nous était un peu mis à l'écart dans le quartier d'Adjamé, où il fallait aller en bus, faire vraiment un parcours du combattant pour y arriver. Donc, on voyait que c'était un peu secondaire, c'est ce qu'on croyait. Voilà. Et puis, en 6e année de médecine, la santé publique devient une matière à part entière. Et elle est complétée par un stage de 2 semaines à 6 semaines, 2 semaines en milieu rural en Côte d'Ivoire, surtout pour les internes des hôpitaux, et puis 6 semaines à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et spécifiquement au centre Muraz à Bobo-Dioulasso. Donc, vraiment, c'était des stages d'imprégnation aux grandes endémies. Donc, comme je le disais tantôt, à la fin du cursus normal, il existait une sorte de rupture supposée avec la santé publique quand on devient médecin. Donc, le médecin qui a fait sa thèse, il aspire à devenir un bon médecin. Qu'est-ce qu'un bon médecin? C'est de soigner les malades, devenir médecin généraliste ou médecin spécialiste. Et puis, quand on choisit la carrière universitaire, c'est d'avoir des connaissances pointues dans sa matière et essayer de traiter les patients, être un excellent praticien au fait de l'actualité médicale. Parce que vous ne pouvez pas être enseignant et puis faire des soins de petit niveau. Il faut aller vraiment au-delà de ce qui est classique. Donc, mon intérêt pour la santé publique, je reviens un peu sur mon histoire. C'est que déjà en juillet-août 1973, après notre admission, je parle de notre parce que c'est une promotion de filles, après notre admission au baccalauréat, nos parents nous avaient offert un voyage au Togo, un séjour d'1 mois et demi. Et nous avons parcouru plusieurs villes du Togo. Et dans la deuxième grande ville, après Lomé, qui est Sokodé, qui est au centre du Togo, on a eu un exposé et puis après un film de santé publique sur l'onchocercose. J'étais captivé. Je voyais comment les agents de santé essayaient de traiter les malades qui avaient des nodules sur la peau. Après, ils devenaient aveugles. Mais les gens fuyaient quand ils voyaient arriver le service des grandes endémies. Mais il y avait une passion. On les voyait vers les rivières aller chercher les différentes mouches. Et j'ai retenu le nom de la mouche vectrice sans m'en rendre compte. C'était la simili. Et à cette époque, je ne savais même pas que j'allais être orienté en médecine. Parce que je vous ai dit que j'ai eu un baccalauréat A. Donc, la médecine est réservée au baccalauréat scientifique. Mais par hasard ou bien avec les notes de classe, j'ai été orienté en médecine. Donc, au cours d'un stage de grandes endémies, l'infirmier major qui traitait les malades atteints d'onchocercose essayait de nous intéresser à sa discipline. Et comme ça, il a dit, mais qui connaît la mouche vectrice de cette maladie? Et tac, souvenir ancien, j'ai dit la simili. Donc, tout le monde était étonné parce qu'on n'avait pas parlé de ça ni au cours, ni ailleurs. Et puis, j'ai dit la simili. Il m'a demandé dans quelles circonstances j'ai connu ce vecteur. Je lui ai expliqué un peu la projection du film qu'on avait eu pendant les vacances. Donc,
je me suis un peu intéressé quand même de façon insoupçonnée à la santé publique. Mais la santé publique, à cette époque, était réservée aux hommes. C'est ce que nous pensions. Parce que vous voyez, quand vous voyez les films des grandes endémies, c'est surtout des infirmiers, c'est des médecins, hommes, mais pas de femmes. Donc, je me suis désintéressé et puis je me suis orienté vers la clinique pour faire l'hépatogastro-entérologie. Mais il faut dire que quand même, plus tard, des femmes se sont orientées en santé publique. On a même des célébrités à Abidjan, hein, Madame Saracino, hein, qui a fait santé publique, professeur Nama Diarra, qui est même à l'OMS. Donc, plus tard, certaines sont devenues femmes agrégées en santé publique. Voilà. Donc, je me suis, par une voie détournée, je suis arrivé quand même à la santé publique. Et le premier exemple, c'est le déclic, ce que j'ai appelé le déclic en 1996. En 1995, on crée donc la Société ivoirienne de gastro-entérologie et d'endoscopie digestive. J'assure le secrétariat général et nous devons organiser le deuxième congrès après le congrès constitutif. Et nous avons choisi les hépatites virales. C'est un problème de santé publique en Côte d'Ivoire. C'est une maladie qui habituellement est confondue à un paludisme chronique. Donc, quand les patients ont des signes, ils confondent au paludisme, ils ne viennent pas se faire dépister ou traiter, même si le traitement est venu plus tard. Et ça fait qu'on se retrouve avec des malades qui ont des complications à type de cirrhose, de cancer primitif du foie. Et quand on refait l'histoire, ce sont des malades qui avaient une hépatite chronique. Donc, la deuxième journée, et notamment le congrès scientifique, nous l'avons organisé autour donc, de l'hépatite virale pour sensibiliser la population ivoirienne. Donc, nous avons fait des journées portes ouvertes justement à l'Institut national de santé publique. Parce que là-bas, on était sûr d'avoir des participants qui venaient de ce quartier, partout, ce que nous voulons vraiment avoir comme auditoire. Et nous avons fait une grande campagne de sensibilisation avec les médias. Nous sommes passés à la télévision, à la radio, peut-être pas moi seul, toute l'équipe, pour expliquer un peu ce que c'était les hépatites virales, les risques et comment les prévenir. Et enfin, nous avons même élaboré des posters que nous avons affichés sur des grands panneaux qui sont restés près de 3 jours pour expliquer à tout venant ce que c'était que l'hépatite. Donc, cette journée a eu beaucoup de succès. Mais succès, pas parce que les patients sont, pas parce que la population est venue à la gamée, mais parce qu'on a eu un retour. Nous avons indiqué des centres de référence pour dire que celui qui se soupçonnait atteint d'hépatite virale, qu'il aille dans ces centres de référence, notamment le CHU de Cocody, le CHU de Trècheville et le CHU de Yopougon. Et nous avons eu beaucoup de malades, même des supposés malades, comme j'ai dit, parce que certains ont le paludisme, ils croient qu'ils ont l'hépatite, et d'autres ont l'hépatite, ils croient qu'ils ont le paludisme. Et nous avons observé dans la période une augmentation du taux de dépistage au laboratoire et surtout le bilan hépatique succinct que nous avons indiqué, notamment les transaminases. Voilà, parce que c'est un peu cher, nous avons limité en disant que si ils font les transaminases, qu'au moins ça a augmenté ou autre, on peut les prendre en charge. Et puis enfin, mais élément important, c'est l'instauration de la recherche des marqueurs viraux au Centre national de transfusion sanguine. Ça a été la meilleure réponse, le meilleur résultat. Parce qu'il y a les donneurs, mais on ne dépistait pas l'hépatite. Donc, on donne du sang et puis, quelques temps plus tard, le malade se trouve atteint d'hépatite virale. Je peux passer sur le reste, mais enfin, j'ai parlé de la création du réseau ivoirien de lutte contre l'hépatite virale qui s'est associé, qui a plus tard adhéré au réseau africain. Mais ce qui est important aujourd'hui pour l'hépatite, c'est que grâce à ces réseaux, les médicaments qui coûtent très, très cher, même en France, sont vendus à moindre coût grâce à ces réseaux en Afrique. Donc, ça a été un gain important de la mise en place du réseau ivoirien de lutte contre l'hépatite virale et du réseau africain.
Aujourd'hui, les malades se soignent vraiment de façon plus aisée qu'il y a quelques années, où ils étaient obligés de s'endetter auprès des banques pour se traiter. Quand nous avons commencé le traitement contre l'hépatite virale, ça coûtait au moins 1,5 million et les patients n'étaient pas pris en compte par l'assurance parce que c'était trop cher et ils s'endettaient auprès des banques pour pouvoir se soigner. Je peux passer sur ça et simplement arriver à la conclusion pour dire qu'à partir de cet exemple, nous avons été confortés en matière de santé dans le sens que toute action en faveur de la santé et tout acteur de santé dans son agir doit associer les 3 volets de la médecine. Le volet curatif, le volet préventif et la promotion de la santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester seulement spécialiste en hépato-gastro-entérologie, soigner les malades au CHI et ignorer tout le reste. Il faut aller vers la prévention, il faut aller vers la promotion de la santé parce que les populations adhèrent elles-mêmes à toutes les politiques que nous devons mener. Deuxième exemple, la diapo paraît chargée, mais je vais aller vite. Et nous sommes en matière de formation ici. Deuxième exemple, c'est la création du cours EPIVAC. C'est un cours de formation-action. C'est un cours qui a bénéficié de notre implication personnelle dans sa création en tant que doyen de l'UFR des sciences médicales. Et ce cours intéressait donc la vaccinologie et le management des systèmes de santé. Il était appelé EPIVAC parce que c'était les 2 premiers mots d'épidémiologie et vaccinologie. C'est une création d'un diplôme de 3e cycle en organisation et management des systèmes publics de prévention vaccinale dans les pays en développement qui a démarré en 2001. C'est un très bel exemple de coopération interuniversitaire qui incluait le milieu associatif et les partenaires financiers et techniques de la santé. Le but est de combler les besoins de formation des responsables de district. Quelques justifications. C'est une formation postdoctorale en continu et en alternance. Il existait déjà de nombreuses formations, mais non diplômantes. Une formation non diplômante n'est pas valorisante. Et ces médecins chefs de district recherchaient une reconnaissance. Parce que plusieurs cours avec des attestations, ce n'était pas pris en compte lorsqu'ils postulaient pour des métiers ailleurs. Mais la finalité de ce programme EPIVAC était surtout de contribuer à l'amélioration de la performance des programmes de vaccination des pays francophones d'Afrique éligibles à Gavi. Et pour les agents de terrain, renforcer leurs capacités techniques et managériales des responsables des programmes de vaccination et d'améliorer leurs pratiques professionnelles parce que ce cours allait au-delà de la vaccinologie. Ceux qui avaient reçu les formations devenaient des grands managers des systèmes de santé et ils impactaient même leur département. Et aussi les départements qui étaient, je prends par exemple un exemple, si vous avez un responsable de programme élargi de vaccination de Yamoussoukro, la deuxième capitale d'Abidjan qui est formée, mais en cascade, il va former les autres directeurs départementaux en périphérie de sa zone. Donc, déjà, il y avait une valorisation, non seulement de la personne qui a été formée, mais il y avait une amélioration du système vaccinal et du management en périphérie. Voilà, donc, ça, c'est la première maquette du cours EPIVAC qui a été présentée par l'équipe. Les partenaires de ce cours, c'était l'Université de Cocody Abidjan, aujourd'hui Université Félix Houphouët-Boigny, avec les UFR des sciences médicales et des sciences pharmaceutiques et biologiques, avec l'Université 9 Paris-Dauphine, spécialisée dans les sciences de gestion des organisations appliquées. Et nous, notre rôle a été d'élaborer tous les documents relatifs à ce cours, de valider et de présenter notre cours aux autorités pédagogiques et scientifiques des 2 UFR et de l'Université de Cocody. Alors, voici les cours qui étaient dispensés. Vaccinologie pratique,
épidémiologie, immunité et vaccins, sciences de la vaccination, informatique appliquée et en management des systèmes de gestion et de prévention, le cadre institutionnel, économie des systèmes de prévention de la vaccination, financement des systèmes de prévention et management public. Les principaux partenaires, vous avez Gavi, Global Alliance for Vaccine and Immunization. Vous avez l'ANP, Association d'aide à la médecine préventive, qui est logée à l'Institut Pasteur de Paris et qui a développé une ingénierie de formation en Afrique. C'est elle qui était chargée d'élaborer les cours à distance. Parce qu'il y avait un enseignement en présentiel à l'IRSP du Bénin pendant 6 semaines ou 4 semaines ou 6 semaines. Les directeurs départementaux rejoignaient les sites et ensuite, ils recevaient des cours à distance. Nous avons un partenariat élargi avec, comme je le disais tantôt, l'Institut de santé publique, le Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'UNICEF et la Société Adventiste Pasteur. Bon, le public, c'était les médecins pharmaciens avec plusieurs expériences, mais chaque promotion était constituée de 50 stagiaires venus de plusieurs pays. Voilà. Donc, voici un peu le dispositif du programme EPIVAC. Cours présentiel, 4 semaines à l'IRSP au Bénin. Nous avons un tutorat avec une supervision des formations à distance et l'élaboration d'un mémoire de recherche opérationnelle. Et cette période durait 44 semaines et il y avait la diplomation avec soutenance de mémoire. Pendant 1 semaine, on se retrouvait à l'IRSP au Bénin dans des jurys multidisciplinaires pour les mémoires. Donc, la formation a démarré en 2002 à l'IRSP à Ouida, au Bénin. Les pays qui étaient concernés, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Sénégal. Et à la fin de la formation, on a intégré d'autres pays, le Cameroun, le Gabon, la Mauritanie, le Niger, le Togo et la République centrafricaine. Donc, c'était vraiment un cours sous-régional, un impact de santé publique sous-régional, avec tous ces acteurs venus des différents pays. Voilà. Bon, on ne voit pas bien la diapo, mais c'est la carte de l'Afrique avec les pays qui ont commencé la formation. Alors, le résultat, le bilan EPIVAC, 2002-2013, 11 pays. Le nombre de cadres formés, ce sont les médecins chefs de district. Nous avions 495 médecins cadres qui ont été formés pour l'Afrique dans ces différents pays. 52 supervisions sur les sites de travail. Nombre de mémoires soutenues, 495 mémoires de recherche opérationnelle. Un réseau de pivaquiens a été créé. Ils se sont mis en réseau pour ne pas perdre les acquis qu'ils avaient obtenus déjà en formation et continuer à réfléchir au problème de vaccination. Donc, il y a 320 membres des PIVAC et vers la fin de ce cours, nous étions en train de penser à sa pérennisation. Comment passer d'un DU en master. Donc, ça, c'est vraiment le résultat global, mais je pense que ce que j'ai donné suffit. Voilà. Tous les pays, les 11 pays qui font partie du réseau qui ont été formés. Et puis, EPIVAC+, qui est le Master international de vaccinologie appliquée, qui est co-géré toujours par l'Université Félix Houphouët-Boigny et l'Université de Bordeaux. Il y a 2 masters. Un master, le premier de la vaccinologie appliquée, est principalement géré par la Côte d'Ivoire et le deuxième par Bordeaux qui parle beaucoup de gestion et management. Bon, les autres actions de promotion que j'ai pu mener, que je cite pour mémoire, c'est la recherche clinique et opérationnelle sur le VIH-Sida à travers le programme PAXI, site ivoirien de l'ANRS, en partenariat avec l'ISPED de Bordeaux. Je voudrais qu'on salue encore une fois pour cette belle ouverture vers l'Afrique qui a permis de former des cadres en recherche. Aujourd'hui, la majorité des chercheurs sur le site ANRS de Côte d'Ivoire sont des Ivoiriens et des Africains. Ça veut dire que le professeur Salamon a réussi à faire le transfert
des compétences de Bordeaux vers la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Et tout à l'heure, on parlait des soubresauts, on parlait des difficultés. Bon, je ne voulais pas les aborder, mais vous savez, nous avons connu beaucoup de difficultés, surtout avec la crise de 2002-2004, où pratiquement les coopérants français étaient obligés de rentrer de la Côte d'Ivoire parce qu'il y avait une rupture pratiquement de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Et le hic que devenait la recherche. Surtout qu'on était à plus de 500, sinon 1000 malades qui étaient inclus dans les programmes de recherche qui étaient financés par la France à travers l'ANRS, la coopération française, l'ISPED de Bordeaux. Et est-ce qu'il fallait supprimer cette coopération? J'en parle parce que c'est un des points qui m'a beaucoup touché. Et donc, en décembre 2004, parce que le 4 novembre 2004, il y a eu la rupture entre la France et la Côte d'Ivoire. Et vers Noël, j'étais obligé de venir à Bordeaux dans le froid pour un Ivoirien pour défendre ce dossier. Est-ce qu'il fallait continuer à financer cette recherche? Mais j'ai été soutenu par le professeur Salamon, le professeur Kazaskin, celui de la coopération qui était venu. Nous avons présenté ce que nous devrions faire pendant cette crise, comment maintenir la recherche, sa qualité et comment maintenir les soins des patients qui bénéficiaient de la contribution de la France. Et puis, c'est comme un examen. Je sors de la classe après avoir fait cet exposé, toute inquiète, parce que je me suis dit, bon, si les autres axes de la coopération que nous pensions être des grands axes ont pu être interrompus, ce n'est pas la recherche qui va être maintenue. Dieu merci. Celui qui a représenté la coopération française du ministère des Affaires étrangères a approuvé notre démarche et nous avons pu bénéficier du soutien financier de la France, continuer la recherche sur Trivacan que nous venions de commencer et continuer à prendre en charge les malades qui étaient soutenus par ce programme. Donc, je suis encore très ému quand j'en parle parce que ça a été un moment difficile, mais un moment d'espoir aussi de la coopération internationale. Merci, professeur. Merci à tous ceux qui étaient là. Donc, à partir de cette recherche sur le cotrimoxazole, je reviens à Xavier, nous avons construit un bâtiment sorti des terres. C'est-à-dire, on nous a donné un site vide et nous avons bâti tout ce qu'il fallait pour faire la recherche sur le cotrimoxazole. Aujourd'hui, ce site est devenu le centre de recherche, de prise en charge et de formation en matière de VIH-Sida et il est également situé dans un deuxième grand quartier périphérique d'Abidjan, le quartier de Yopougon. Donc, c'est la santé publique auprès des populations. Toujours à partir de cette recherche sur le cotrimoxazole, nous avons créé une ONG. L'ONG Akonda VS Côte d'Ivoire. C'est la première ONG nationale de prise en charge des patients vivant avec le VIH. Ça a été créé le 22 janvier 2002 avec le soutien de l'ANRS et le PEPFAR. Nous avons participé non seulement nous participons, puisque l'ONG existe toujours, à la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Nous avons comptabilisé à la dernière présentation faite par Dr Messou, plus de 30 malades qui ont été suivis par cette ONG. Et aujourd'hui, nous avons une file active de près de 10 000 malades sur ce site. Donc, vraiment, et ce site n'est pas localisé uniquement à Abidjan, parce qu'avec le soutien des partenaires, il y a eu une extension des sites à l'intérieur du pays, dans les zones parfois inaccessibles. Et même, nous avons participé à un projet africain. C'était la prise en charge des routiers sur l'axe Abidjan-Lagos, qui s'est intitulé OCAL. Il fallait prendre en charge les malades atteints de VIH-Sida
les routiers, c'est-à-dire chauffeurs, apprentis et autres, et puis les villes d'escale. Donc, Akonda a participé à ce projet sous-régional. Donc, comme je disais, les autres fonctions que j'ai occupées, j'ai essayé toujours de faire parler ma fibre détournée de santé publique. Donc, les PIVAC, j'en ai parlé. Mais en même temps, nous avons aujourd'hui, je vois qu'il y a des problèmes avec les EHPAD. C'est-à-dire les personnes âgées posent toujours problème dans les pays. Mais en Afrique, on disait à l'époque que les vieux étaient bien accueillis dans les familles. Mais c'est sans compter l'évolution sociale. Et nous qui sommes cliniciens, nous avons constaté que même les personnes âgées étaient rejetées. Parce que quand vous programmez une sortie d'un malade de 3e âge, les parents viennent vous dire, je ne sais pas où le mettre à la maison. Parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a ma femme, les conditions ne s'y prêtent pas. Garder le malade encore. Donc, on s'est dit que voilà un problème qui va nous rattraper. Est-ce qu'on peut anticiper? Alors, nous avons, avec l'aide d'un professeur de Marseille, paix à son âme, il est décédé cette année, le professeur Pignol, Ferdinand, qui est venu, qui a été le moteur même de cette action, j'étais doyen, pour nous proposer l'intégration d'un cours de gériatrie à la faculté de médecine et de créer la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie. Donc, nous travaillons de concert, cliniciens, sociologues, anthropologues, statisticiens. Nous avons créé donc la Société nationale ivoirienne de gériatrie et de gérontologie pour anticiper sur les problèmes du 3e âge que nous savons inexorables. En tant que, oui, j'ai aussi, ça c'est un élément important de ma carrière d'enseignant, le médecin 5 étoiles de Bolène. C'est le concept qui a été décrit par Bolène à l'OMS et moi, je l'ai intégré dans le cursus. J'ai compris l'importance de ne pas rester clinicien. Donc, à partir de ce concept de médecin 5 étoiles, j'ai fait insérer en 6e année des cours de management et d'économie de la santé. Parce que dans les critères du médecin 5 étoiles, il devait être un grand manager. Et donc, c'était très important d'intégrer déjà la formation du médecin 5 étoiles et ça va m'être rendu plus tard. Donc, quand je suis devenu ministre de la Santé, bien sûr, vous avez parlé de ma fibre santé publique et j'ai vécu les difficultés des patients. J'ai vécu. Alors, j'ai tout fait pour introduire les décrets pour la gratuité des soins. Décret d'une gratuité des soins pour les enfants de 0 à 5 ans, pour réduire la mortalité infantile et favoriser la fréquentation des PMI, l'accouchement et la césarienne. Pour ceux qui n'avaient pas d'assurance, c'était difficile. Ils devaient parcourir des villes entières, surtout les maris, pour retrouver de l'argent pour venir payer surtout la césarienne. Et puis, les urgences médico-chirurgicales, excusez-moi, c'est haut, médico-chirurgicales, pendant les 48 premières heures. Parce qu'effectivement, à Abidjan, les urgences à 48 heures, c'est là où on perd le plus de malades parce qu'on exige le paiement. Alors, quand j'ai institué ce décret que le président a bien voulu signer, avec une gratuité au moins pendant 48 heures, on permet aux malades d'être soignés en attendant que les parents cherchent l'argent, au lieu d'attendre que l'argent vienne avant de les soigner. Je pense qu'on a pu sauver du monde, mais mon regret, c'est qu'il fallait avoir un suivi très régulier. Malheureusement, je n'ai pas trop duré au ministère, je suis parti. Donc, de temps en temps, on voit dans la presse des problèmes liés à la prise en charge des urgences, des morts de personnes aux urgences, parce que, bon, on peut élaborer une politique, mais il faut avoir le suivi. Il faut avoir le suivi. Et l'initiative Blason d'Or, quand j'étais ministre, ce sont les étudiants que j'ai formés. J'étais sous mon mandat de décanat pendant 6 ans. Ils sont venus me voir pour me demander, mais Madame la ministre, vous aviez initié le Blason d'Or, le médecin 5 étoiles. Et nous voulons traduire ça sur le terrain. Nous voulons devenir des agents de santé, des médecins 5 étoiles. Donc, on a créé l'initiative Blason d'Or pour que l'image écornée du médecin dans la population
soit un peu redorée. C'est pourquoi nous avons appelé l'initiative Blason d'or. Et c'est venu des étudiants eux-mêmes. C'est une belle initiative. On a été soutenu par des labos. Bon, comme je l'ai dit, il faut un suivi de toute action de santé publique. S'il n'y a pas de suivi, l'action peut mourir. Voilà. Enfin, j'arrive à la conclusion en disant, comme l'a rappelé Xavier, que j'ai fait une incursion en diplomatie pendant 4 ans et demi et j'ai eu l'honneur d'être reconnu par mes pairs du Congo, notamment en hépatogastro-entérologie, et plusieurs fois j'ai participé au jury des thèses parce que on a une société africaine de gastro-entérologie, donc malgré mon titre de diplomate, j'ai participé à des activités. J'avais même été sollicité par le président de la République pour faire des prestations dans un hôpital qu'il avait dédié à sa fille, mais comme c'était un peu hors de Brazzaville, ce n'était pas facile d'y accéder. Sinon, j'aurais pu faire des prestations au Congo en tant que médecin. Donc, pour moi, je vais continuer mes actions de recherche et de promotion de la santé parce que je compte créer une fondation pour le bien-être et la santé. Le parrainage de ce jour, je pense que c'est important que je le lise, n'est pas pour moi un effet du hasard. Parce que j'ai souhaité créer une fondation et Bordeaux mettant une perche. Donc, c'est une invite à inscrire cette nouvelle dynamique dans ma vision d'une humanité unique. L'humanité est unique. Qu'on soit blanc, noir ou jaune, on est unique. C'est l'être humain. Et nous sommes solidaires, nous devons donc œuvrer ensemble pour un monde meilleur, surtout en santé. Nous sommes des professionnels de santé, nous œuvrons pour la santé. Mes filleuls et mes filles de ce jour, fort d'une promotion de 250 maîtrisards avec une formation en 10 masters de santé publique très variés, mais à la fois complémentaires, peuvent aider s'ils optent vraiment pour la majorité à se maintenir en santé publique, parce qu'on sait qu'il y a des fuites de cerveau, ou en recherche opérationnelle, ils peuvent œuvrer à l'amélioration des systèmes de santé et à la promotion de santé publique. Je souhaite pour ma part que ce parrainage ne soit pas un effet d'annonce ou un événement éphémère qui ne durera que le temps de la cérémonie. Mon vœu le plus cher, c'est que nous soyons à partir d'aujourd'hui de vrais partenaires dans une collaboration de longue durée, voire un partenariat gagnant-gagnant dans lequel les actions menées auront un effet multiplicateur avec 250 acteurs sur le terrain. Je voudrais donc pouvoir compter sur vous pour amplifier les actions de promotion en santé et développer les échanges entre vous, les Ivoiriens, et pourquoi pas les autres pays africains. Je voudrais terminer en vous félicitant, mes filleuls, lauréats et lauréates de ce jour, pour votre brillante admission en master de santé publique et en remerciant les professeurs et tous les encadreurs pour la formation de qualité dispensée aux apprenants. Merci à l'auditoire de m'avoir écouté et bon vent et plein succès dans votre nouvelle carrière professionnelle pour la promotion 2020-2021.